Des dizaines de milliers de Libanais jetés sur les routes. Après des tirs du Hezbollah en direction d'Israël, Tel Aviv a renforcé ses frappes sur le sud du Liban. Allant jusqu'à frapper aussi la capitale Beyrouth, 55 morts ont été répertoriés à cette heure. On aurait dit le jour du jugement dernier. Les gens fuyaient en voiture ou à pied. J'ai vu passer un van et j'ai dit au chauffeur « Emmenez-nous où vous voulez, mais s'il vous plaît, mettez-moi à l'abri avec mes enfants ». 4 jours après le début de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, la contagion a bien eu lieu. À Bagdad, des manifestants pro-iraniens ont tenté de prendre d'assaut l'ambassade américaine. Même scène à Karachi au Pakistan, où les violences ont fait au moins 22 morts. Le Pakistan a l'une des populations chiites les plus importantes en dehors de l'Iran. Il y a beaucoup de colère face à cette guerre dans les rues du Pakistan. Les services de sécurité sont vraiment en alerte ici. Alors que l'Iran frappe tous azimuts, les pays du Golfe commencent à perdre patience. Le Qatar, qui a dû suspendre sa production de gaz liquéfié, hausse le ton. On ne peut pas ne pas répondre, c'est une évidence. Il va falloir payer le prix de cette attaque flagrante contre notre peuple et contre la sécurité du Qatar et de ses habitants, issus de 140 pays différents. Le conflit peut-il s'élargir à d'autres pays? S'achemine-t-on vers une guerre à résonance mondiale? Nos 3 invités pour ce débat. Bertrand Badi, bonsoir. Professeur émérite de Relations internationales à Sciences Po Paris. Vous avez publié « Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale ». C'est votre dernier essai. Selon vous, Bertrand Badi, l'Iran n'ayant pas les moyens de lancer un raid sur Washington, les monarchies du Golfe sont les seules cibles possibles. Mais c'est un jeu dangereux qui peut se retourner, bien évidemment, contre les Iraniens. À côté de vous, Guillaume Lagan, bonsoir. Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions de défense. Je ne suis pas émérite. Hein, mais... Voilà, absolument. Je suis plus vieux, ça vous voulez dire. Oh, à peine. Dernier essai géopolitique de l'Europe. Selon vous, Guillaume Lagan, un possible embrasement de la région va dépendre de la capacité de l'Iran à se défendre sur la durée. Cela semble difficile car, à un moment donné, les Iraniens vont être à court de munitions et de missiles. Et à côté de vous, Yasmina Asrargis, chercheuse associée à l'université de Princeton, spécialiste du Moyen-Orient. Dernier essai, Le mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes. Et vous considérez que ce qui est en train de se construire avec cette guerre, c'est une nouvelle architecture du Moyen-Orient avec Israël au centre et des pays arabes qui vont devoir y trouver leur place. Et on démarre le débat avec, oui, le mot du jour. Oui, embrasement, parce que c'est le mot, vous allez le voir, qui l'emporte à la une de la presse nationale et régionale. Pour certains titres comme La Voix du Nord, le Moyen-Orient en est déjà l'objet de cet embrasement. Pour Le Monde, c'est encore à l'état de risque. Et pour vous, Yasmina Asrargis, est-ce que cet embrasement est déjà d'actualité ou vous diriez que c'est encore une menace qui n'est pas advenue ? Nous avons un risque véritable d'élargissement de ce conflit à la région. C'est tout l'intérêt du régime iranien qui cherche avec plusieurs étapes à frapper d'abord ces pays du Golfe puisqu'ils ont ces bases américaines, puis les infrastructures aéroportuaires et enfin certaines bases très précises qui sont les lieux de l'économie marchande du Golfe, en particulier en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a eu plusieurs signaux faibles indiquant que Aramco avait été ciblé et ainsi que d'autres Aramco, donc les raffineries pétrolières de cette région. Et donc c'est l'identité même de ces pays rentier qui est attaqué par le régime en espérant que ces capitales appellent Washington et leur mettent une pression maximale afin que la désescalade reprenne et que les négociations diplomatiques reviennent à l'ordre du jour. Bertrand Badi, depuis bientôt 4 jours, est-ce que les objectifs poursuivis par les uns et les autres sont clairs? Alors, d'abord, Donald Trump, les Iraniens? On aimerait bien connaître ces objectifs. Vous savez, il y a un grand théoricien de la guerre qui s'appelle Clausewitz qui disait que la guerre se définit par rapport à l'objectif politique recherché. Et si vous regardez la chronique des guerres depuis, je dirais, la nuit des temps, on s'aperçoit que celle-ci était animée par un objectif politique précis, ce qui était pratique parce que ça permettait de dire s'il y avait un vainqueur, un vaincu, et si le vainqueur avait pu réaliser totalement ses objectifs. Et ici ?
Depuis un certain temps, cette logique s'est brouillée. Et là, c'est particulièrement remarquable, puisque se mêlent en même temps des idées de changement de régime, de démilitarisation, de modification du positionnement politico-diplomatique dans la région. Bref, il y a tout un embrouillamini derrière lequel se cache peut-être une idée qui me paraît annoncer l'avenir, c'est-à-dire la puissance est défaite, c'est-à-dire on voit bien que là où les puissants interviennent, ils ne parviennent plus à réaliser leurs objectifs, Vietnam, Afghanistan, Irak, et donc à défaut de réaliser des objectifs politiques et d'en tenir de clairs, eh bien l'idée c'est d'affaiblir l'adversaire. Guerre d'affaiblissement. Guillaume Lagan, vous êtes d'accord avec ça? Ce nouveau type de guerre, en quelque sorte. Vous dodelignez. Non, je dodelinais, j'écoute bien sûr avec ce que dit le professeur Badi, mais c'est simplement que là, je trouve qu'au terme des 4 jours, moi je suis plutôt impressionné quand même par les capacités militaires des Israéliens et des Américains. C'est vrai que la puissance a des limites, mais si on parle de puissance militaire, c'est quand même impressionnant de voir ce qu'a réalisé l'armée américaine et l'armée israélienne. C'est comme ça qu'ils font tomber le régime iranien? C'est comme ça qu'ils font tomber le régime iranien? Ça nous renvoie à la question des objectifs. Moi, je pense que si on regarde un peu les choses de Sirius, en gros, l'année dernière, la guerre des 12 jours, vous savez, qui a eu lieu en 2025, entre Israël, les États-Unis et l'Iran, là, à l'évidence, le conflit portait plutôt sur les capacités nucléaires du régime. Et quand les Israéliens voulaient aller plus loin, M. Trump a mis le holà. Mais cette séquence qui a démarré il y a 4 jours, la décapitation quand même du régime dans ses profondeurs, puisque le guide suprême et les dignitaires qui étaient autour de lui sont apparemment morts. Là, je pense que du coup, la perspective de ce qu'on appelle le changement de régime, c'est-à-dire le renversement de la République islamique, paraît recherchée. Oui. C'est là que je pense qu'il est important de rappeler que vous avez 2 co-belligérants et que Israël n'est pas les États-Unis et que leurs intérêts géostratégiques réels ne sont pas tout à fait les mêmes. Israël souhaite la fin de ce régime iranien puisque pour eux c'est un risque existentiel. Qu'il convient d'abattre par la force. Pour les Américains, ils souhaitent un deal et ils souhaitent recréer dans cette région un espèce de nouveau Moyen-Orient et ils peuvent tout à fait s'accommoder de l'ancien régime des ayatollahs tant qu'ils trouvent dans ce nouvel ordre régional, des personnes avec qui ils peuvent travailler. Travailler, qu'est-ce que ça veut dire pour l'administration Trump? C'est trouver les points focaux pour négocier un deal qui ne serait pas uniquement de l'ordre du nucléaire et du balistique, mais également de la prospérité économique, qui est le point cardinal et de négociation de cette administration, qui est porté par Steve Witkoff, qui est donc l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, qui vient du Bronx et dont les intérêts infrastructurels en matière immobilière à Gaza est aujourd'hui très clair, et Jared Kushner, qui est également impliqué, le gendre de Donald Trump, qui est également impliqué à très haut niveau dans la région avec différentes capitales du Golfe. Bertrand Badi, est-ce que Trump a pour objectif d'abolir cette monarchie ou au contraire de garder éventuellement des dirigeants plus compatibles? Alors justement, j'ai apprécié que mon voisin emploie le terme renversement, parce que ça prouve qu'on est d'accord. C'est-à-dire la puissance aujourd'hui, elle détruit, elle ne construit pas. Quand on était à l'époque du régime change, il ne s'agissait pas de renverser Saddam Hussein, il s'agissait de construire le régime change, le changement de régime en bon français. Hein. Maintenant, c'est du régime weakening, si vous voulez qu'on parle anglais. De l'affaiblissement. Voilà. Pour faire les malins. Et effectivement, derrière la notion de renversement, d'ailleurs, il y a beaucoup de flou. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, renversement? Est-ce que ça veut dire tuer le patron? Mais dans l'histoire récente, à chaque fois qu'on tuait un chef, on s'apercevait que rien ne repoussait derrière. Quand on a pendu Saddam Hussein, la deuxième guerre civile irakienne a commencé. Quand on a tué Ben Laden, eh bien, quelques temps après, s'est installé le califat au nord de l'Irak et de la Syrie. Quand on a tué Kadhafi, c'est le désert que nous continuons à connaître aujourd'hui. Mais Guillaume Lagan, qu'on comprenne bien, est-ce que les négociations étaient vraiment au point mort ou pas sur le nucléaire? On pensait qu'elles devaient reprendre cette semaine et finalement, l'intervention a eu lieu. Oui, alors ces négociations, l'histoire dira si elles étaient sérieuses ou pas, mais tout laisse à penser qu'en fait les Américains les considéraient comme une forme de façade. En fait, ils avaient d'ores et déjà prévu une intervention militaire. On n'accumule pas, si vous voulez, autant d'armes autour d'un pays sans vouloir les utiliser. Moi, je voudrais juste revenir sur 2 choses. Je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait une distinction très nette à faire entre ce que veut Israël et ce que veulent les États-Unis. Parce que, si vous voulez, il faut quand même imaginer que c'est quand même 2 pays
dont les élites politico-militaires vivent vraiment dans l'osmose. Monsieur Netanyahou est parfaitement anglophone. Quand il est allé à Washington, il parle directement à monsieur Trump. Et si vous voulez, il y a quand même de la part des États-Unis, alors là pour le coup, l'idée de régime change a toujours été sur la table aux États-Unis. Donc est-ce qu'il s'accommoderait d'un scénario à la vénézuélienne, c'est ça que vous évoquiez, c'est-à-dire finalement l'arrivée d'un pouvoir plus modéré ou qui en gros capitulerait? C'est possible. Je ne suis pas forcément certain qu'Israël serait en désaccord avec ça. Alors, on n'aura pas la réponse ce soir, mais on va avancer, Bertrand Badi, si vous voulez bien, parce qu'il faut évoquer la dimension économique pour les pétromonarchies. On va le faire avec Anna. Une phrase, une toute petite phrase. La temporalité entre Israël et les États-Unis n'est pas la même. Très bien, une phrase. Les États-Unis ont besoin que ce conflit s'arrête le plus vite possible, là où Israël a plutôt intérêt à ce qu'il dure. Alors, les inquiétudes économiques des pétromonarchies. Et oui, et si le pire cauchemar des pays du Golfe était en train de se réaliser, des attaques iraniennes ont visé ces derniers jours, entre autres, le port commercial d'Oman, l'hôtel Fairmont The Palm, le fleuron du tourisme à Dubaï, un immeuble résidentiel à Bahreïn et plusieurs aéroports de la région. L'Iran vise donc, de façon tout à fait assumée, les intérêts stratégiques de ces pays du Golfe et cherche à mettre à mal leurs économies qui sont basées sur le tourisme, la finance et l'attrait d'investisseurs étrangers. D'ailleurs, un général iranien a déclaré cet après-midi vouloir viser tous les centres économiques du Moyen-Orient. Mais les secteurs pétroliers et gaziers sont également dans le viseur de Téhéran. Le Qatar a annoncé l'arrêt de sa production de gaz liquéfié jusqu'à nouvel ordre suite à des frappes ciblées. Plusieurs tankers, on va le voir ici, ont aussi été touchés par les frappes iraniennes de part et d'autre du détroit d'Ormuz, qui est officiellement fermé depuis hier et par lequel transite un cinquième des hydrocarbures de la planète. L'Irak, le Koweït et le Qatar ne peuvent donc plus exporter ni pétrole ni gaz. Et comment réagissent les marchés financiers de la région, Anna ? Eh bien, il n'y a rien de plus inquiétant pour les marchés et pour les investisseurs qu'un conflit armé sans date de fin prévisible. Résultat, les bourses ont terminé en baisse dimanche et fait rarissime, les places boursières de Dubaï et Abu Dhabi sont restées fermées hier et aujourd'hui. Yasmina Srargis, vous parliez tout à l'heure d'une volonté de faire pression sur les États-Unis de la part de l'Iran en attaquant ces pays du Golfe. Est-ce que ça peut vraiment marcher ? Alors c'est une stratégie qui, à mon avis, s'est très vite retournée contre l'Iran, puisqu'ils ont fait ce pari de la pression maximale sur les États du Golfe, en attaquant par ailleurs leurs propres alliés dans cette région, voire leurs médiateurs, à commencer par Oman, qui a été à la tête de cette médiation à Genève entre Américains et Iraniens, ainsi que le Qatar, qui aujourd'hui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a expliqué de manière extrêmement ferme qu'il se réservait le droit d'utiliser la force face à cette attaque de l'Iran. Ça ne veut pas forcément dire que ces pays-là sont alignés avec, en tout cas, que Oman et le Qatar, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont alignés avec Israël et qu'ils s'engageraient dans un conflit régionalisé. En revanche, ce que nous savons depuis hier, c'est que plusieurs capitales du Golfe ont appelé la Maison-Blanche en indiquant à Donald Trump qu'ils étaient prêts à s'engager et aider et soutenir de manière militaire l'action américaine si la Maison-Blanche le demandait. Guillaume Lagan, pari perdu pour l'Iran, justement, d'espérer trouver là des alliés et aujourd'hui d'en faire des adversaires ? Je crois que l'Iran n'a jamais voulu trouver des alliés de l'autre côté du Golfe Persique. Vous vous rappelez que tous ces États... Pour des raisons religieuses, idéologiques ? Alors, il y a fondamentalement une raison idéologique, c'est qu'en 1979, la révolution islamique, elle a éclaté avec l'objectif de renverser tous les régimes qu'on appelait impies, qui étaient liés déjà aux États-Unis à cette époque. Et c'est le moment où les États du Golfe ont formé ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, qui est une organisation régionale dont le but était justement de résister à la pression iranienne. Et puis c'est vrai qu'il y a l'aspect religieux, puisque l'Iran c'est un pays, donc le pays du chiisme, et que les monarchies du Golfe sont à majorité sunnites, et donc il y a cet aspect effectivement religieux. Mais derrière, il y a aussi des rivalités de puissance, et de fait, je rejoins ma voisine en disant que les États comme les Émirats arabes unis, par exemple, l'Arabie saoudite, leur sujet, ça a toujours été contenir la puissance iranienne. Donc s'ils peuvent aujourd'hui renverser le régime, peut-être que c'est un objectif qu'ils peuvent atteindre. Bertrand Badi. Oui, deux choses. D'abord, vous avez raison, le pari iranien misant sur la pression exercée par les pétromonarchies n'a pas fonctionné, mais n'a pas fonctionné pour une raison
quelque peu différente. C'est parce que, et Marco Rubio l'a avoué de lui-même, les États-Unis ont été pris de vitesse par Israël et il ne leur restait pas d'autre choix que de suivre Israël. Il n'est pas dit que les pressions exercées par les pétromonarchies sur Washington n'aient pas, dans un premier temps, obtenu un certain succès et un certain effet. On voyait bien d'ailleurs comment Trump tendait à renâcler et à traîner les pieds. Et la dimension religieuse, sur la dimension religieuse, non, ça compte pas du tout. Mais, deuxième élément qui me paraît en revanche très important, le religieux, vous savez, dans le jeu diplomatique, il a bon dos. Quand on a besoin de s'entendre avec quelqu'un d'une autre religion, on le fait sans aucun scrupule. Quand on a besoin d'utiliser ça comme emblème, on ne manque pas. C'est pas là le problème. Ce que l'on met insuffisamment en évidence, c'est que l'interpénétration entre l'économie iranienne et les économies des pétromonarchies est infiniment plus forte qu'on le dit. Les Émirats arabes unis, qui est le grand État mafieux au monde, où tout transite, tous les commerces les plus informels, est profondément lié avec l'économie iranienne. Et le Qatar a des liens très profonds, le Koweït également. Donc il ne faut pas antagoniser des situations qui sont au contraire caractérisées par une très grande fluidité. Et d'ailleurs, Yasmina Asrari, il y avait eu un rapprochement entre Riyad, l'Arabie Saoudite et Téhéran tout récemment, en 2023. Et là, on se retrouve dans une situation qui n'est plus du tout ce qu'elle l'était, c'est-à-dire de rapprochement, de conciliation. Peut-être 2 points. D'abord sur l'idéologie et le religieux. Quand nous avons eu l'annonce officielle de l'assassinat et de la mort de l'ayatollah, le régime iranien a dit la phrase suivante: c'est un affront à l'ensemble du peuple islamique et de l'ensemble des musulmans. Ce qui est dans la réalité, et c'est là où on voit la contradiction et le paradoxe auquel a été poussé ce régime-là, c'est que dans les faits, ils ont dans la même nuit attaqué toute une série de pays musulmans qui vivent par ailleurs en plein mois sacré du Ramadan. Donc quand vous avez des drones à 4h du matin qui viennent taper au-dessus des têtes des Jordaniens, des Koweïtis, des Saoudiens, des Émiratis, du Bahreïn et d'un certain nombre de citoyens de ces pays-là, vous êtes en train de vous rentrer dans une contradiction entre le discours et l'application de ce discours. Donc ces pays-là ont très bien compris qu'aujourd'hui, le problème qui se pose face à eux en termes de sécurité, mais même en termes symboliques, ça n'est plus les Américains, comme ça pouvait être le cas il y a quelques décennies, c'est les Iraniens. Et c'est un discours que l'ensemble de ces pays du Golfe sont en train de porter aujourd'hui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste, c'était une petite boutade, mais il se trouve que la plupart des gens qui sont malheureusement tués sont des étrangers, puisque vous savez que ces pays, les Émirats arabes unis, c'est à 90% des travailleurs étrangers. Beaucoup d'ailleurs viennent d'Asie du Sud-Est, beaucoup sont chrétiens. Et ce sont malheureusement eux qui ont été victimes de ces bombardements. Mais juste un mot pour dire que cette dimension religieuse, elle est quand même extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe dans la région. Et on parle de musulmans, mais la différence entre chiisme et sunnisme est quand même fondamentale, notamment par exemple en Irak. Le Hamas, il est sunnite ou chiite? Si vous me laissez finir. En Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, ce sont les minorités chiites qui sont instrumentalisées par l'Iran. Et on ne peut pas comprendre la géopolitique de la région sans ces facteurs. Gardons du temps pour parler du Liban. Il y a un embrasement de la région, c'est la question qu'on se pose. Le Hezbollah au Liban, en soutien à l'Iran, a attaqué Israël, ce que dénonce le gouvernement libanais qui ne veut pas être emporté dans ce conflit. Écoutez le Premier ministre libanais. وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. Guillaume Lagan, c'est là que serait définie aussi la carte du Proche-Orient, du Moyen-Orient, justement. C'est une déclaration très importante parce que le Liban, si vous voulez, tente depuis un an de désarmer le Hezbollah. Et le fait que le Hezbollah reprenne les armes et donc entraîne le Liban dans la guerre contre Israël est critiqué pour la première fois par les autorités libanaises. Donc le Premier ministre qu'on vient de voir représente la communauté sunnite, le président représente la communauté chrétienne, et ils essaient de faire pression sur la communauté chiite, qui est d'ailleurs en train de se diviser. Pour les experts, vous avez le Hamal, qui est différent du Hezbollah, qui commence à le critiquer. Donc c'est très important. C'est peut-être une évolution à suivre et qui pourrait permettre peut-être une évolution positive au Liban. C'est un moment de bascule, Bertrand Badi?
Enfin, je suis beaucoup plus sceptique parce que le Hezbollah, il est né en 82 de la guerre, et tant qu'il y aura la guerre, le Hezbollah, il se renaîtra de ses cendres. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que le propre des milices de cette nature, c'est que ce ne sont pas des armées avec qui on négocie, que l'on commande et que l'on soumet. Et si jamais le Hezbollah venait à disparaître, il risque d'y avoir d'autres forces qui viennent à se mobiliser. Ce qui se passe dans le Liban Sud est extrêmement complexe et ne peut pas être aboli par une décision gouvernementale. On sait par ailleurs que le pouvoir et la compétence du gouvernement libanais, c'est pas véritablement celle d'un État fort. Hein. Yasmina Asrargui, est-ce qu'aujourd'hui le grand gagnant dans cette recomposition régionale, c'est Israël ? Alors, vous avez effectivement une volonté de reconstruire cette carte du Moyen-Orient et le cas libanais est un exemple paradigmatique de ce qui est en train de jouer entre à la fois des peuples et un État-nation, en tout cas l'État-nation libanais qui essaye de pousser une ligne souverainiste et malheureusement rattrapé sur le terrain par des groupuscules violents au sein même du Hezbollah. J'aimerais bien rappeler tout de même qu'au Liban, Nabil Berri, qui est à la tête du Hamal, est le seul à avoir présenté ses condoléances suite à la mort de l'ayatollah. Le Hezbollah ne l'avait pas fait. Il faut attendre quelques jours pour que ces missiles frappent et qu'Israël réponde. Israël était prêt, s'attendait à une réponse du Hezbollah et a donc opéré extrêmement vite avec ce que l'on a aujourd'hui, le début d'une invasion dans le sud Liban. C'est extrêmement inquiétant. Et en même temps, cette nouvelle cartographie qui est en train de se jouer, l'extension des accords d'Abraham de manière... peut-être pas par la reconnaissance diplomatique des capitales arabes vis-à-vis d'Israël, mais en tout cas, cette unification des positions arabes derrière les États-Unis, autour du US CENTCOM, et cette grande question de qu'est-ce qu'il en restera de ce nouvel ordre régional. Alors justement, Guillaume Lagan, c'est ça, c'est en train de se redessiner, cette région, au profit des États-Unis et d'Israël ou pas ? Au profit des États-Unis et d'Israël. En fait, s'il y a vraiment changement de régime en Iran, on va refermer la parenthèse ouverte en 1979 qui a mobilisé autour de l'Iran tous ceux qu'on appelait l'axe de la résistance, c'est-à-dire tous ceux qui refusaient l'existence d'Israël. Et comme ça vient d'être indiqué, les accords d'Abraham, qui sont des accords de paix entre certains États arabes et Israël, pourraient se généraliser, notamment avec l'Arabie saoudite. Donc, évidemment, en général, au Moyen-Orient, tout se passe toujours mal, mais si on est optimiste, ça pourrait quand même pacifier cette région. Bertrand Badi. Moi, je trouve qu'on est face à un paradoxe. La recomposition, elle se fait par la décomposition. Regardez tous les systèmes politiques qui peuplent le Moyen-Orient, ce sont des systèmes politiques en pleine décomposition. La Syrie, l'Irak, peut-être demain l'Iran, le Yémen, et on pourrait ainsi continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut aujourd'hui gouverner qu'en détruisant l'autre, et on est incapable d'imposer cet ordre nouveau. La clé, d'ailleurs, étant qu'on ne parvient pas à donner un statut au peuple palestinien, et tant qu'on n'aura pas donné un statut au peuple palestinien, il n'y aura pas de recomposition. C'est comme si vous imaginiez la recomposition de l'Europe en supprimant quelques peuples qui la composent. Guillaume Lagan. Non, je rebondis juste sur les Palestiniens. C'est intéressant parce qu'on parlait du Hamas tout à l'heure. L'autorité palestinienne, qui est celle qui est reconnue par les autorités internationales, a condamné les frappes iraniennes sur les pays du Golfe. Donc c'est quand même intéressant de voir ce positionnement des Palestiniens. Notable. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus décrypter et nous aider à mieux comprendre la situation. Merci infiniment.